Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Quand on la connaît, quand on s'octroie le droit de la vivre plus souvent, alors elle devient régulière et c'est là qu'on tend vers un alignement avec nos besoins. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Sarah Vuillermoz, fondatrice du festival Gribouillis. Sarah a longtemps travaillé comme libraire, notamment chez Molin, au rayon bande dessinée et jeunesse, un univers qui la passionne depuis ses 10 ans. Touchée par un cancer en 2018 et un retour à la librairie aussi nécessaire que compliqué vu l'accueil qui lui a été réservé, Sarah décide alors de se lancer dans sa propre aventure, la création du festival Gribouillis. Dans cet épisode, on parle de BD, des maisons d'édition, de ces 1 an passés à l'Institut Bergonié, de ce qui l'a marqué et de ce beau projet qui revient du 15 au 18 septembre à Bordeaux. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Allez, c'est parti. Bonjour Sarah. Bonjour Théo. Et merci, je suis très ravi de te recevoir sur le Pompon. Merci beaucoup. C'est très cool. Alors beaucoup, je le rappelle, mais donc je t'ai connu grâce au prix des jeunes associations de la mairie de Bordeaux. Et donc j'ai eu le plaisir de te remettre le prix du podcast. Et donc là, ça se concrétise. On enregistre aujourd'hui pour un épisode sur le Pompon. Donc c'est trop cool. Oui, tout à fait. Je suis ravie aussi. C'est vrai que c'était un chouette soutien de la part de la mairie, d'avoir cette aide en plus et ce prix des jeunes assos. Yes, carrément. Trop chouette. Eh bien, pour commencer, je vais te laisser te présenter, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Sarah Vuillermoz. Je suis originaire des Pyrénées. Je suis tombée dans la bande dessinée vers l'âge de 10 ans, quand mes parents m'ont amenée au festival de Colomiers, à côté de Toulouse. Et ça m'a fascinée de voir des auteurs, des autrices dessiner, faire des dédicaces avec de beaux dessins en direct. Et ça, accompagné aussi d'une maman qui est peintre, je pense que c'est ce qui m'a donné envie, qui m'a donné ce rapport, cette passion à l'image. Ouais. Et de ce petit festival de Colomiers, c'est vrai que peu à peu, je suis tombée dans la bande dessinée, j'en ai beaucoup lu. Et après des études d'histoire de l'art à Toulouse, j'ai fait l'IUT, métier du livre, à Bordeaux. Et j'ai travaillé dans différentes librairies. Alors, notamment, la première qui a été importante, c'était la librairie Oscar Ibou, avec David Fournol, qui était rue Huguerie, une librairie spécialisée bande dessinée et jeunesse. Et ensuite, j'ai été libraire pendant 11 ans chez Molin, au rayon bande dessinée. Et voilà, et là, avec l'envie aussi, comme j'étais plus que dans la bande dessinée chez Molin, j'avais l'envie aussi de retrouver la partie jeunesse avec le festival qui est dédié aux livres dessinés en général, donc bande dessinée, illustration jeunesse et dessin. Ouais. Ok, chouette. On va revenir sur tout ça petit à petit. Tu dis à 10 ans, tu découvres la bande dessinée. Est-ce que, rapidement ou pas d'ailleurs, tu t'es mise toi-même à dessiner ? Ah, alors... Est-ce que d'ailleurs oui. tu dessines aujourd'hui ? Enfin, pour le coup, oui, pas je forcément, dessinais. Je dessinais pas mal. Mais je pense qu'à un moment, j'ai arrêté un petit peu de dessiner parce que je voyais aussi, à travers ma maman, à travers son travail dans la peinture, la difficulté que c'est aussi de se mettre en avant. Entre le travail d'un créatif et le travail d'un communicant, c'est vrai que je voyais que c'était difficile parfois pour ma mère. Et je pense que c'est ce qui m'a tournée de plus en plus vers, non pas un rôle une profession d'artiste, mais plutôt une profession de passeuse. Ok. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé en librairie, justement, d'être là pour représenter les auteurs, les autrices, des petites maisons d'édition que j'aime beaucoup, et
Et je pense que c'est l'influence aussi de mon enfance avec ma maman. Ok, chouette. Et quand tu étais petite, tu voulais faire quoi? Oh, j'ai voulu être pharmacienne, mais j'étais nulle en maths. Et je crois que, en fait, très vite, en faisant histoire de l'art, oui, je voulais déjà me tourner vers l'image. Mhm. Et je crois que très vite, c'était la passion du livre et de la bande dessinée qui m'a Ok. tournée vers ça. Ok. Bah alors j'imagine, enfin, pour le coup, je pense à, mince, j'ai reçu un guitariste, j'ai oublié son nom, j'ai son visage, mais bref, qui jouait de la guitare tout le temps, en fait, à la cour de récré, dès qu'il avait une pause. Est-ce que toi, la passion te poussait autant à la moindre pause lire des bandes dessinées ou... Ah oui, alors c'est vrai que suite à cette visite du festival Thibaut de Covin, pardon. Mais Thibaut Thibaut. Covin, le guitariste, je me dis, je l'ai reçu quand même, j'ai passé 1 heure et demie avec lui, ça me revient. C'est la reprise, je le précise, après 1 mois sans enregistrement, c'est la reprise, c'est bon. Pardon de t'avoir coupé. Donc oui, Non. ouais, la question, est-ce que tu lisais hyper souvent, au point de, à la moindre pause, sortir ta BD Ouais, je dévorais les bandes dessinées et jusqu'à l'adolescence. Et mon premier job d'été, ça a été justement de travailler dans la petite librairie de Luchon dans les Pyrénées, là où Mhm. je suis originaire. Ouais. Et ça m'a permis de découvrir plein d'auteurs. Donc oui, j'en lisais tout le temps. J'avais une attirance pour l'image, pour cette forme de narration aussi. Mhm. Et au début, plutôt des lectures en bande dessinée très classiques. Ouais. Franquin, pour les Gaston Lagaffe, les Spirou, Hergé avec Tintin. Et puis peu à peu, à l'âge de 12 ans, je crois que j'ai été bien traumatisée par la bibliothèque cachée de mes parents. Ok. Je suis tombée sur des livres de Reiser. Mhm. Notamment Gros Dégueulasse, et je suis tombée aussi sur les livres de Martin Véron. Donc vraiment une petite bibliothèque cachée de mes parents, plutôt érotique, pornographique, Mhm. et toute une génération Charlie en fait, Ouais. où je me suis dit ah waouh, à 12 ans je me suis dit c'est ça la sexualité chez adulte, ah ouais non merci. Et ce qui Apprentissage via la BD. c'est ça. Je crois qu'on a toujours ce truc de lecture un peu Ouais. qui nous surprennent. Ouais. Et ça m'a marqué parce que je crois que, par exemple, le dessin de Reiser, qui est un dessin très expressif, très brouillon, c'est peut-être aussi de ça que vient mon plaisir aussi pour le dessin, qui peut être très académique, comme le dessin gribouillé, mal fait, mais en fait hyper expressif. Hmm. Ouais. Ouais, qui transmet énormément aussi, quoi. Ouais. Chouette. Et donc, tu l'as dit, tu as fait des études, tu as fait une licence, puis après, tu es arrivé à Bordeaux. C'était une évidence pour toi d'aller d'abord en histoire de l'art et après plutôt sur la partie édition? Ouais, Ouais. ouais, parce que j'aimais les histoires qu'on nous racontait à travers l'image en histoire de l'art. Mhm. Et, euh, et j'ai basculé effectivement sur le même type d'analyse de l'image, mais à travers la bande dessinée ou Ouais. l'illustration jeunesse. Donc oui, ça s'est fait un peu naturellement. Et il y a cette IUT métier du livre à Bordeaux qui est très bien, qui d'ailleurs a développé d'autres. Il y a un master illustration, il y a un master bande dessinée plus théorique aujourd'hui. Donc c'est hyper intéressant parce que c'est une formation qui, moi, m'a permis aussi de comprendre la filière du livre, en dehors de l'aspect un peu plus romantique des auteurs, Hmm. et de la galère aussi des auteurs. Ouais, on pourra en Ouais. parler, je pense, parce qu'effectivement, on voit parfois dans les librairies, enfin, il y a plein de livres, mais c'est vrai que Mm. l'auteur derrière, enfin, rien que c'est une amie qui a lancé un livre et je sais pas, les auteurs touchent 10-15% des recettes, ou même ça Ah, dépend, enfin, bon, ça doit dépendre, j'imagine, hein, mais c'est même moins, c'est même en moins, ouais. fait. Donc, C'est- ouais, alors qu'ils ont fait tout le boulot. Enfin bon, bref, on y reviendra. Mm. Ok, et donc bah, pendant tes études, tu as dit différents stages, pour le coup, dans des librairies. Et donc toi, avec cette envie, effectivement, comme tu le dis, de passeuse, et donc le fait de travailler en librairie, ça t'est paru comme une évidence?
Oui, ouais, ce rôle de passeur avec une super école, justement, avec Oscar Hibou. Ouais. Ça existe encore? Non, ça Ils sont plus n'existe là? plus. La librairie a fermé il y a quelques années. Mhm. Aujourd'hui, l'ancien responsable est devenu bibliothécaire. D'accord. Mais c'est vrai que ça a été un lieu un peu incontournable à Bordeaux qui nous a marqué, qui était précieux. Mhm. Ouais, j'ai adoré commencer là-bas, travailler sous une autre forme après chez Mola. Donc là, avec, comment dire, des outils encore plus gigantesques. Et à partir d'Oscar Hibou et ensuite chez Mola, il y a quelque chose que j'ai pu développer beaucoup pour ce rôle de passeur. En dehors du travail classique de libraire, c'était aussi de créer des événements, Mhm. monter des petites expositions, faire des conférences autour de la bande dessinée, parce que finalement, il n'y en avait pas auparavant trop chez Mola. Ouais. C'était surtout des conférences liées aux auteurs de littérature ou sciences humaines. Donc ça, c'était un réel plaisir de pouvoir apporter un peu plus ces lettres de noblesse à la bande dessinée dans une telle institution, Ouais. en faisant des rencontres, des concerts dessinés. Et je pense que c'est aussi là que j'ai eu le goût aussi de développer cette partie passeuse dans l'événementiel aussi. Mhm. Carrément, trop chouette. Et donc, ouais, après Oscar Hibou, tu rentres directement chez Mola? Oui, Ok. Enfin, où il y ouais, a juste après. quelques intervalles. Parce que j'ai fait ma licence professionnelle avec l'IUT Métier du Livre chez Oscar Hibou. Ok. Et malheureusement, la librairie a fermé. Mhm. J'aurais aimé y rester. Mhm. Mais voilà, elle a fermé. Et comme j'avais fait des stages chez Mola, Mhm. j'ai commencé en littérature. Et puis peu à peu, je suis allée au rayon bande dessinée. Ouais, ok. Et je le précise aussi, parce que bon, alors, il y a beaucoup de personnes de Bordeaux qui écoutent et donc qui connaissent Mola, mais il y en a qui viennent d'ailleurs, parce que je ne suis pas écouté, même pas qu'en France, c'est parfois assez ouf. Et donc, si tu peux préciser ou présenter Mola pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Oui, alors c'est la plus grande librairie indépendante de France. Mhm. Qui a fêté il y a quelques années ses 120 ans. Mhm. C'est une entreprise familiale, c'est toujours la famille Mola, donc avec Denis Mola aujourd'hui qui est le responsable. Et si je ne me trompe pas, dans les chiffres, ça a sans doute évolué puisque je n'y suis plus depuis 2 ans, mais il y a entre 60 et 70 libraires, 120 salariés à peu près. Mhm. Et donc, c'est un petit village. Ouais. Chaque rayon est une librairie spécialisée. Ouais. Donc, ça a été effectivement un énorme terrain de jeu. Mhm. Moi, j'ai pu vraiment... j'ai eu beaucoup de liberté au début. Et jusqu'à un moment un peu plus compliqué que je pourrais t'expliquer. Mhm. Mais j'ai eu beaucoup de liberté et ils m'ont fait confiance. Et ça, c'était super parce que ça m'a permis vraiment de développer dans ce rayon quelque chose qui n'était pas présent. C'était de mettre un peu plus en avant les éditeurs alternatifs, les petites maisons d'édition, les fanzines aussi, mais aussi les livres de patrimoine. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à les oublier un peu. Il peut y avoir un peu, avec le rythme de parution incessant en librairie, le libraire est tellement exténué, parce que là, approximativement, en termes de parution, je crois qu'on a dépassé les 6000 titres par an en bande dessinée. Okay. Ce qui fait qu'il y a une rotation terrible, en fait. Alors, c'est à la fois un âge d'or, on découvre plein de choses. On a une chance dingue en France pour ça. Il y a une émulation, il y a une richesse en bande dessinée, en jeunesse aussi. Ouais. Mais c'est aussi des livres qui tournent tout le temps sur les tables un rythme incessant. Donc, créer des événements, faire des petites choses, c'était aussi faire des arrêts dans le temps et mettre en lumière ces petites structures qui sont souvent pas assez mises en avant. Voilà. Et je suis contente parce qu'on a fait quand même souvent partie des meilleurs vendeurs, même pour ces petites structures-là. Chouette. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement un peu pour moi, et celles et ceux qui ne connaissent pas, et moi, un peu comment ça fonctionne justement cet univers du livre, alors en tout cas d'abord dans la BD, parce que tu parles des petites maisons d'édition.
comment ça fonctionne. Il y en a des petites, j'imagine qu'il y en a des très grandes. Et alors j'ai l'impression, enfin tu connais j'imagine les deux, mais tu es peut-être plus attaché aux petites, indépendantes peut-être, À ou à toutes. toutes. Après, sans snobber, Ok, il y en a des très bien dans les grands, oui. mais ouais, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement de ces maisons d'édition et justement, enfin oui, j'arrête. Je pense que la question est suffisamment claire. Ouais, de la chaîne du livre, en Ouais. fait, elle ressemble aussi à l'industrie du disque, du cinéma. Tu vas retrouver des petites structures qui travaillent de façon un peu plus artisanale, plus proche de leurs artistes, créateurs. Et tu vas trouver aussi des... Alors là, par exemple, je peux citer des maisons d'édition qui sont importantes. Par exemple, il y a des éditeurs à Bordeaux qui, pour moi, sont très importants. C'est notamment les éditions Cornelius, qui se sont installées à Bordeaux il y a quelques années, avec qui on travaille régulièrement. Pour moi, ça reste un des meilleurs éditeurs de bande dessinée qui soit. Okay. Donc, petite structure parmi les alternatifs qui peut avoir aussi des difficultés financières parce que c'est vrai qu'ils font de très beaux ouvrages, mais voilà, est-ce qu'ils sont assez diffusés? Est-ce que les libraires les mettent assez en avant? Je crois que ça pourrait être plus le cas. Mais on le retrouve aussi dans le cinéma, dans la musique, avec les labels. Et ces petites structures se sont regroupées quand même autour du SEA. C'est un petit syndicat des éditeurs alternatifs. Okay. Donc ils font pas mal de communication entre eux et ils soutiennent. Il y a une vraie cohésion qui est assez belle. Et d'ailleurs, ce sont la plupart de ces éditeurs-là qu'on va retrouver sur le Salon du Livre au Garage Moderne. Ouais. Après, il y a les éditeurs plus, je dirais, du milieu. Les éditions Futuropolis, par exemple. Des éditeurs qui sont... qui commencent à publier, à faire des tirages plus conséquents. C'est-à-dire quoi? Ouais. Chez les petits éditeurs, du fanzine à l'alternatif, ça va de 100 exemplaires à 3000 exemplaires. Okay. Et éditeurs du milieu, ça commence à être entre peut-être 3000, 5000, 10 000. Ouais. Et après, on retrouve... par exemple, Futuropolis. Et après, il y a les grandes maisons d'édition, Dargaud, Dupuis, Delcourt. Ouais. Il faut avoir un dé pour avoir une grosse maison d'édition. Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. S'il n'y a pas de dé dans votre maison d'édition, elle ne pourra pas être grosse. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et ces maisons d'édition font... comme les petits éditeurs aussi, de l'achat de droits à l'international. Ils peuvent rémunérer aussi souvent un peu plus les auteurs. Là, ce sont des plus gros tirages, beaucoup plus de parutions. Il y a un truc qui... Il y a des livres que j'adore, aussi chez les grandes maisons. Là, notamment, sur les expositions qu'on fait, on travaille avec l'École des loisirs, Actes Sud. Et c'est vrai que c'est amusant de voir que, comme dans la musique, il y a des auteurs, comme par exemple... je pourrais citer qui Rupert et Mulot, deux super auteurs qui ont été découverts par l'association Petite Structure, donc, qui a publié notamment Persépolis. Ouais. Une fois qu'ils ont une certaine reconnaissance, une fois qu'il y a eu l'audace des petites structures de les faire découvrir, à un moment, ils sont aussi un peu récupérés par des plus grosses maisons d'édition. Donc, c'est aussi à la fois une forme de consécration et en même temps, des fois, ça peut être difficile aussi, je pense, pour certains éditeurs. Puisque, mais ça permet de se faire plus connaître. Il y a, par exemple, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui viendra cette année à Gribouille, c'est Hugues Micol. Et Hugues Micol, c'est quelqu'un qui travaille toujours sous forme de laboratoire expérimental avec Cornelius. Il a fait une trilogie dont Séquelles, qui sont des récits incroyables de science-fiction. Et à chaque fois en une couleur. Et à côté de ça, il travaille aussi pour de grands éditeurs comme Dargaud, où il garde quand même son identité, mais il fait aussi de la SF, il fait plein d'autres récits. Mais science-fiction. Ouais, de la science-fiction. Mais il garde toujours son identité, sa couleur.
Ok. Et donc il vient tester aussi dans des petites structures, c'est ça, Voilà. et voir si ça se vend bien. Puis après, à la limite, on passe dans les grandes et on vend plus à plus grands exemplaires, quoi. Enfin, Oui, un voilà. tirage plus important, quoi. Je pense que c'est un des meilleurs exemples d'auteurs qui continue de travailler de façon très expérimentale Ouais. avec une petite structure et à raconter des histoires plus divertissantes pour un plus grand public peut-être. Ouais. Bon, même si le grand public peut lire aussi les livres de Cornelius. Je les Complètement. incite. Je voulais la poser après, mais allons-y. Qu'est-ce qui fait une bonne bande dessinée? Oh là là. Alors, Ouais, j'imagine que c'est bonne aussi question. assez subjectif de définir ce qu'est une bonne bande dessinée, mais Bah, c'est comme qu'est-ce qui fait un. Parce que la bande dessinée, c'est un je te mélange pose la aussi même question de. que qu'est-ce qui fait un beau film, quoi. Voilà, J'ai l'impression que c'est un ouais. peu ça. C'est un mélange de plein de choses. Ouais. Du dessin, du scénario. Je crois que c'est la voix d'un auteur ou d'une autrice à chaque fois et ce qui nous touche ou pas. Et parfois tu vas trouver en bande dessinée des bandes dessinées très, très belles, graphiquement, qui explosent et qui sont des chefs-d'œuvre, mais qui peuvent être peut-être plus légères au niveau du scénario et inversement. Mhm. Donc c'est comme pour le cinéma, effectivement, c'est tellement de paramètres et c'est tellement subjectif en fait. Ouais. Et on le voit parce que nous, on a un prix Gribouille à dotation et quand on fait avec les libraires notre sélection, c'est la bataille en fait, parce qu'on est d'accord, il y a des choses où on se retrouve et en même temps, c'est tellement subjectif. Ouais. Alors, dans ce cas-là, toi, quelle est, si tu as le droit pour froisser personne, mais quelle est la bande dessinée qui t'a le plus marqué? Ah, alors, ce serait difficile de te donner une bande dessinée, parce que je crois qu'en fait, ça nous fait ça pour toute forme culturelle à différents âges de la vie. Ouais. Ça nous construit. Mhm. Je sais que par exemple, à l'adolescence, quand j'ai découvert les bandes dessinées de Nicolas Dumonteuil, auteur bordelais, ça a été un peu une révélation parce que c'est comme si je basculais d'une bande dessinée très classique ou même j'étais ado, je lisais de l'heroic fantasy chez Soleil parce que c'était tout ce que je trouvais dans ma petite librairie à Luchon. Et quand je suis tombée sur Nicolas Dumonteuil, notamment Qui a tué l'idiot, qui a été primé à Angoulême il y a longtemps, ça a été pour moi comme la découverte du cinéma d'auteur en fait. Et ça m'a fait basculer sur d'autres lectures. Donc ça a été une découverte importante. En plus, je suis contente d'avoir retrouvé une fois adulte ce Nicolas Dumonteuil qui habite à Bordeaux, qui est un ami aujourd'hui et qui vient aussi dédicacer sur le salon cette année et faire une conférence avec Hugues Micol justement. Et c'est fou ce que des choses comme ça qu'on a découvertes peuvent tisser après des liens. Complètement. Et donc, je pense qu'il y a ça, à l'adolescence, il y a lui. Et après, peut-être plus les auteurs qui m'ont marqué ces 10 dernières années. Il y a Blutch, qui a un travail à la fois académique et qui se renouvelle tout le temps. Et lui, justement, il a travaillé avec différentes maisons d'édition. Il a commencé à l'Assaut, chez Fluide Glacial. Il est parti aussi chez Futuropolis, chez Dargaud. Et à chaque fois, son dessin, son travail, en fait, a évolué selon son rapport avec les maisons d'édition. Donc c'est quelque chose d'assez fort à suivre de façon même chronologique. Donc il y a Blutch que j'adore, que je vénère. Il y a Claire Bretéché, bien sûr, qui reste pour moi une des plus grandes autrices, avec Les Frustrés notamment. Il y a Alberto Breccia, un auteur qui est réédité depuis peu, plutôt Patrimoine, donc réédité chez Les Cahiers Dessinés. Un travail en noir et blanc incroyable.
D'ailleurs, je me suis rendu compte en découvrant Breccia que Bloch avait été très influencé par lui. Et alors, on était sur les éditeurs en D, et là, en fait, je te donne que des auteurs en B. Il y a Buzzelli aussi. Voilà. Ok. Ah non, pardon, Breccia, non, c'est Buzzelli qui est réédité chez les Cahiers dessinés. Mhm. Et Breccia qui est réédité chez plusieurs éditeurs, dont Rackham. Ok, Mm. ça marche. Bon, c'est bien là, parce que pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas forcément la bande dessinée, là, on a plein d'idées pour aller découvrir ça avec plein d'auteurs et d'autrices différentes. Et justement, quelqu'un qui ne lit pas forcément de la BD, tu lui conseillerais de commencer par quoi? Alors, compliqué là aussi, parce que j'imagine que ça dépend de chaque personne, mais tu as peut-être des bandes dessinées plus accessibles que d'autres pour débuter. Bah, bonne question. Alors, c'est vrai que quand j'étais libraire, ça c'était génial cette question Ouais. quand les clients nous la posent. Parce que, par exemple, si tu me demandes un conseil pour toi, je suis obligée, avant de te poser des questions et de savoir quel genre pourrait t'intéresser plus, quel graphisme. Après, si c'était un conseil de découverte, alors on parle beaucoup du roman graphique ces dernières années. En fait, c'est une façon, on va dire, un peu facile et commerciale de légitimer la bande dessinée, parce qu'en fait, le roman graphique, c'est juste un mot un peu snob pour dire BD. Mais dans le graphic novel, plutôt, donc le terme anglais qui représente plus une part de texte et images un peu en décalé, c'est vrai qu'il y a pas mal d'auteurs. En fait, en bande dessinée, moi, j'ai tendance à faire découvrir des auteurs comme David B., qui a fait L'Ascension du haut mal. Il raconte sous forme autobiographique son enfance, son adolescence avec sa famille et à travers les crises d'épilepsie de son frère. Okay. C'est un récit en 6 volumes à l'association qui a énormément influencé, même au niveau du dessin, parce que c'est un cerne noir très épais. Ça a influencé Marjane Satrapi pour faire Persépolis, en fait. Sauf que c'est finalement un récit qui est peut-être un petit peu moins connu, mais qui pourtant est incroyable. Il y a dans les auteurs américains, il y a Daniel Clowes, qui est publié chez Cornelius, sur des récits d'Américains un peu paumés. Et peut-être pour le Japon, je crois que c'est peut-être un des livres que j'ai le plus conseillé en étant libraire, c'est Shigeru Mizuki pour son livre Nononba. En fait, s'il fallait, je pense, lire un seul manga, c'est celui-ci. Nononba, c'est plus ou moins l'histoire de Shigeru Mizuki. C'est son enfance à travers sa nourrice, sa grand-mère, qui s'appelle la Nononba. Et elle a un don, cette petite mamie, elle peut voir les yokai. Alors les yokai, en fait, on les retrouve, ce sont les esprits du Japon qu'on retrouve dans les films de Miyazaki. Et Shigeru Mizuki, qui est décédé, en fait, il y a quelques années, il a eu vraiment à cœur de reprendre toutes ces histoires qui étaient contées à l'oral dans les petits villages au Japon et de les collecter pour ne pas les perdre. Et il fait ce travail dans cette bande dessinée de nous présenter tous ces yokai qu'on peut retrouver sous l'eau, dans une petite, sous une pierre. Il existe des yokai gentils, d'autres qui sont malicieux. Et voilà, c'est un peu la mythologie japonaise. Et ce récit, c'est un chef-d'œuvre qui est à la fois graphiquement époustouflant, avec les personnages qui ont des trombines hyper caricaturées, des décors très réalistes aussi derrière. Et on apprend plein de choses sur la culture japonaise. Génial. Ok. Cool, bon, ça fait quelques références que oui, que je mettrai en lien dans les commentaires de l'épisode comme ça. Et même moi qui ne lis absolument pas de BD, je l'avoue, j'irai regarder tout ça. Eh bien, tu vas les lire. Eh ben oui, carrément. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que tu lis autre chose que des BD ou pas? Ou comme oui. parce que comme tu l'as dit, il y a 6000 ouvrages maintenant par an.
il y a de quoi faire en termes de lecture de BD, mais ouais, tu arrives à lire d'autres choses quand même et à sortir parfois un peu de l'image. Ah oui, oui, il faut, sinon je deviendrais complètement débile. Oui, oui, je crois que c'est hyper important, que ce soit le cinéma, la littérature, les livres d'art. Mhm. Par exemple, là, j'ai lu un livre sur Jean Painlevé, un roman, le dernier livre qui a un énorme succès en ce moment, qui a été publié chez Toussaint Louverture, un éditeur de Bordeaux d'ailleurs, c'est Blackwater, Mhm. par, par un auteur que je ne connaissais pas, qui est un ami de Stephen King et qui a travaillé pour Tim Burton et pour Romero. Rien que ça. Donc ouais, oui, des romans, oui, un peu de tout. Ça va, Des quand livres même. jeunesse aussi, bien Ok, sûr. j'imagine. Oui, bah oui. Suis-je bête. Tu lis beaucoup et t'écris aussi. Alors, je vais y aller un peu par partie, mais t'es rédactrice à l'ALCA, Ah oui, c'est de, ça? de temps en De temps. temps en temps? Ok. Oui. Ça consiste en quoi? Et si tu peux nous expliquer c'est quel ALCA? Alors, l'ALCA nous aide, accompagne en fait en Nouvelle-Aquitaine toute la chaîne du livre, Mhm. audiovisuel aussi. Mhm. Et, je travaille régulièrement avec Aimé Ardouin du Chalet Mauriac qui s'occupe des résidences d'artistes de l'ALCA. Mhm. Et elle m'a sollicité pour faire des entretiens d'auteurs. Mhm. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, comme ce que tu fais en fait. Donc, de faire des interviews et puis ensuite de les retranscrire à l'écrit. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait aussi à travers des conférences Ouais. sur des salons du livre, comme l'Escale du livre. Ouais. On est voisins d'ailleurs de l'Escale, Yes. là, maintenant. Et aussi pour le Festival d'Angoulême. Ouais. Donc c'est bien, en plus c'est bien les formules longues, justement. Là, j'ai fait une interview avec Lorraine Capelli de l'ALCA, une illustratrice jeunesse. Mhm. Et c'est vrai que les formules longues d'une heure permettent aussi de développer plus de choses. Ouais. Ouais, Mm. complètement, la preuve. Trop chouette. J'ai plein de questions qui arrivent en même temps, faut en choisir qu'une. T'as passé donc 11 ans chez Mola, Oui. c'est ça. T'as arrêté en 2020 chez Mola. Oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Oui. Ou est-ce qu'il y a une raison Oui. particulière ou pas? Ou est-ce que tu avais envie de partir pour un nouveau projet? Alors, je pense que quand j'ai commencé à être libraire, je me suis dit, je ferai ça toute ma vie. Ok. J'adore ça. Mhm. C'est vraiment ce que j'aime le plus faire, être avec les clients, être en lien avec les auteurs, les éditeurs. Parce que vraiment, quand tu es. Alors, même. Parce que chez Mola, comme c'est une grosse structure, tu arrives, malgré tout, dans les 70 libraires qu'il y a, à être, toi, en lien avec les autrices et les auteurs? Oui, oui. Ok. Plus pour les projets de conférences et Oui. d'événements. Mhm. Voilà. Ok. Après, effectivement, sinon, il y a toute une chaîne du livre. Quand on est libraire, on passe par des représentants, des diffuseurs et Mhm. tout. Bon, eux, ils me manquent moins, j'avoue. En fait, c'est comme le trafic de la drogue, il y a beaucoup d'intermédiaires. Ouais. Et c'est souvent ceux qui s'en mettent le plus plein les poches. Mhm. Et comme on en parlait tout à l'heure, entre Ouais. les auteurs qui sont la matière première et qui sont très peu rémunérés. Ouais. Et ça, on milite là-dessus, notamment au festival, pour la rémunération. Mhm. Notamment les droits de représentation pour les expos. Dès la première édition, nos auteurs étaient payés 1 000 € Mhm. pour leur exposition, Ok. ce qui n'est pas toujours le cas. Ouais. Et enfin, bref, je digresse, mais c'est important de pas oublier ça. Et je pense que ça vient aussi effectivement de mon enfance, de voir ma mère aussi en tant qu'artiste et tout. Et c'est vrai qu'en librairie, ce qui me manque moins, c'est effectivement tous ces intermédiaires du livre qui font qu'on s'éloigne aussi peut-être de cette partie un peu créative et qu'on rentre dans du commercial. Après, c'est quelque chose que moi, j'ai toujours j'ai essayé de ne pas le perdre de vue quand j'étais libraire, mais la surproduction fait qu'à un moment, je crois que beaucoup de libraires aujourd'hui, on est esclave de ce rythme de parution incessant et on peine à mettre en lumière les livres qu'on aime, parce qu'un livre remplace un autre très vite. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, qui m'a usée les dernières années. En plus aussi, parce que j'ai fait partie pendant 3 ans là, du comité de sélection du Festival d'Angoulême. Ouais.
Et donc, on est 6. Donc là, maintenant, les équipes changent régulièrement. Et j'ai reçu pendant 3 ans, tous les ans, je recevais entre 600 et 700 livres chez moi. Et ça m'a permis de lire encore plus, et des livres que j'aurais peut-être pas lus. Ouais. Et c'était très intéressant, très riche, mais j'y ai vu aussi beaucoup d'ersatz, beaucoup de livres qui ressemblaient à d'autres. Toute une industrialisation, en fait, qui m'a un peu écœurée aussi. Et alors, non, je te rassure, hein, sur les 600, il y a des chefs-d'œuvre, heureusement, mais je crois qu'en fait, ça se résume vite à 10-15% de la production. Okay. Et c'est vrai que je crois que c'est ça aussi qui a fait qu'à un moment, je me suis questionnée sur ce travail en librairie en me disant, mais en fait, on n'arrive plus à prendre le temps de mettre en avant les livres qu'on aime. Ouais. Et après, bon, il y a ça, il y a cette réflexion, et ce qui a fait aussi que j'ai changé de voie, c'est parce que y a quelque chose qui a été important, moi, dans ma vie personnelle, et que je raconte jamais, mais que je trouve que c'est important d'en parler là, vu en plus en voyant la forme de tes podcasts, sur le comment on arrive à créer comme ça un nouveau métier. En fait, j'ai adoré travailler chez Mola. Ça m'a beaucoup plu. C'était un énorme terrain de jeu. J'ai pas arrêté de le dire. Et j'avais, j'avais toute liberté. On me faisait confiance, et puis en termes de chiffres, en fait, ça s'est très bien porté. On a pu agrandir le rayon. Voilà, donc tout se passait très bien. Et en fait, en 2018, un peu après mes 32 ans, j'ai eu un cancer du sein. Et donc, bon, ça a été très, très dur à l'annonce. J'ai été donc en arrêt maladie pendant 1 an. J'ai été super bien suivie par l'Institut Bergonié à Bordeaux, et ils sont incroyables. Ça m'a permis aussi de sortir de ce milieu du livre où j'étais tout le temps dedans, de voir comment ça se passait à l'hôpital, en fait, parce que j'avais jamais mis un pied à l'hôpital, en fait. Et j'ai été prise dans toutes les étapes de la maladie, des traitements, de l'accompagnement. Et en fait, ça a été une année, une bulle. Ça a été une année, à la fois une année très dure, et une année importante et belle et riche, parce que ça m'a permis aussi, pour la première fois, puisque je n'avais pas arrêté après les études et tout, de m'arrêter et de réfléchir un peu. Et de réfléchir pour être en fait encore plus contente de reprendre la librairie à mon retour. Sauf que ça ne s'est pas passé comme je le croyais. Faut savoir, il y a eu une... Alors, je ne me souviens plus du titre de cette émission sur Arte, mais c'est à on vous. Pourra la... Non, c'est pas, ils sont pas sur Arte, pardon. Mais on pourra la retrouver si tu veux, pour la citer. Il y a eu une émission qui parlait c'est une émission qui parle de l'Europe en général, donc à chaque fois, en plus, ils font des parallèles avec d'autres pays sur la réception au travail après la maladie. Et ce documentaire m'a fait beaucoup de bien, parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas seule. Et comment dire, en fait, souvent, quand on revient après la maladie, en fait, on est mis au placard. Voilà. Donc je vais le dire, hein, simplement, mais ça se passait très bien avant, et quand je suis revenue après, effectivement, ça a été très dur. J'ai perdu pas mal de liberté, il fallait que je me fasse toute petite. Je le dis, Denis Mola n'a vraiment pas été correct, alors qu'il est quand même médecin à la base. Je pense que vraiment, j'ai mis tout mon cœur à l'ouvrage, et je ne suis pas parfaite, et j'ai fait bien sûr des bêtises comme tout le monde et tout, mais je crois qu'il était plutôt content avec les responsables de ce que je faisais. Et moi, en tout cas, ça me passionnait. Et après la maladie, j'étais contente de revenir, juste pour me sentir normale, en fait, après cette épreuve-là. Donc, j'ai repris un mi-temps thérapeutique, et pendant à peu près 1 an.
Et en fait, ça a été très dur. Il y a des personnes, il y a des responsables qui m'ont énormément soutenue, qui m'ont protégée. Euh, et puis, il y en a moins. Et c'est dommage. Et il y a d'autres personnes à la librairie qui ont eu cette maladie. Et ça ne s'est pas très bien passé non plus. Et voilà. Et je trouve que c'est important de le dire. Parce que je le dis jamais, mais... en tout cas, c'est comme ça. Aujourd'hui, je suis plus. J'étais très en colère et ça m'a beaucoup rendue triste parce que c'était une double punition en fait de revenir après la maladie, d'être fragilisée, d'avoir envie de recommencer et en même temps de se prendre des, des choses un peu dures en fait. Et puis, au bout d'un an. J'ai décidé d'abdiquer en fait et de partir. Et quand je suis partie, en fait, c'était aussi la panique parce que j'avais pas spécialement de projet. Mais c'est venu au fur et à mesure, pareil, parce qu'il m'a fallu à nouveau quelques temps, un certain temps de réflexion pour que l'idée arrive. Et donc, en fait, c'est bien. Je suis contente que la maladie soit tombée parce qu'elle elle m'a beaucoup appris. Elle m'a appris à voir que j'avais fait mon temps en tant que libraire, que j'ai adoré, j'ai travaillé dans ces différentes librairies-là. Ça a été un énorme terrain de jeu, mais que là, il fallait que je passe à autre chose. Et c'était... c'était... c'est bizarre, mais à Bergognier, et notamment avec l'association La Maison Rose, où je suis beaucoup allée, on a sympathisé avec un groupe de femmes. Et ça, c'était vraiment quand j'ai repris à la librairie. Et on était un petit groupe de femmes qui ont été touchées par la maladie. Alors, il y avait plein de femmes très différentes, de différents âges, de différents métiers. Et on se voyait toutes les semaines pour faire un point sur notre retour au travail ou pas et tout. Et c'est vrai que moi, j'étais souvent la plus effrayée. Et c'était hyper touchant de voir qu'on était toutes transformées et qu'on se disait toutes, en fait, c'est horrible ce qui nous est arrivé, mais en fait, ça nous a vachement apporté, la maladie. Ça a été un point dans la vie pour se dire, en fait, qu'est-ce que je veux vraiment ? J'ai plus envie de m'emmerder sur certains trucs. On fait du tri, on fait du ménage et on revient à l'essentiel. Et moi, j'étais trop la tête dans le guidon et je pense que ça m'a fait beaucoup de bien parce que de toute façon, c'était le cancer ou le burn-out, à mon avis. Et puis je pense que même le cancer, ça vient d'un stress, ça vient de... Voilà. Donc ça a été assez fort, assez dur. Et je t'avoue que quand j'ai commencé à monter le projet, avec du recul, je me dis, mais comment j'ai fait ? Comment j'ai mis toute cette énergie la première année ça, on pourra y revenir, mais en tout cas, pour revenir à cette période-là, ce qui m'a beaucoup aidée, quand je suis revenue à la librairie et que j'étais pas très bien accueillie, il y a un truc qui m'a énormément aidée. Et je l'ai remercié pour ça. C'est pile au moment où j'ai repris le travail que Stéphane Beaujean, le directeur à l'époque du Festival d'Angoulême, que je connaissais un peu, m'a contacté pour me dire est-ce que tu veux faire partie du comité de sélection d'Angoulême ? Et donc je lui ai dit oui, avec plaisir. Et donc j'ai commencé à aller à Paris de temps en temps pour retrouver ces personnes passionnées par le livre, pour avoir des grands débats animés pour la sélection. Et ça m'a énormément aidée, ça m'a remis un pied à l'étrier plus sain, d'être avec des gens qui aiment le livre. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'ai aimé encore plus me rapprocher de l'idée d'un festival. Eh bien, fou. Merci pour ce partage déjà, il était puissant. Merci, merci pour ce partage. Quand tu... Waouh, on va reprendre après tout ça. Ah non, tu pleures pas, non, sinon je vais pleurer aussi. C'est bon. Quand tu arrêtes, quand tu pars de chez Mola, donc après 1 an, 2 ans après le début de ton cancer, mais non, merci d'en avoir parlé, c'est important d'en parler, j'en ai parlé sur d'autres épisodes.
Cancer du sein, une femme sur 8, si je ne m'abuse, est touchée par ça. Et puis beaucoup plus de personnes, parce qu'on a des personnes dans notre entourage qui le sont potentiellement. Donc c'est important d'en parler aussi. Et de dire que, comme tu l'as dit, alors c'est peut-être pas forcément le cas pour tout le monde, mais pour certaines, ça l'est, que c'est une épreuve aussi qui permet de se poser des questions et qu'on peut se relever et bien se relever. Et voilà, t'en es un exemple. Comment le début justement du festival, on va y arriver tranquillement, arrive? Parce qu'effectivement, tu quittes la librairie Mola, de ce que je comprends, sans forcément avoir une idée derrière en te disant qu'est-ce que je vais faire. Comment ça émerge, ça, en fait? Je quitte la librairie un peu en catastrophe au mois de juin 2021. Je suis en arrêt pendant quelques temps. Ça me permet aussi de me poser, de savoir pendant l'été si je vais revenir ou pas. Tout de suite, je sais que je ne reviendrai pas, en fait. Et en fait, c'est surtout que les premiers mois, c'est un peu... je crois qu'il y a un peu la panique aussi, parce que j'ai un traitement pendant... c'est un traitement qui dure 5 ans, donc je me dis, je suis encore sous traitement. Est-ce qu'on va vouloir de moi pour un métier? Enfin voilà, il y a toujours cette peur d'avoir ce truc derrière de, vu que la maladie m'a un peu punie à mon retour dans une entreprise qui pourtant me connaissait, est-ce que ça va pas être pire ailleurs, en fait? Et c'est vrai que j'avais cette crainte-là. Donc j'ai laissé passer un peu de temps et en fait l'idée elle est venue au fur et à mesure d'une réflexion sur le ralentissement, sur la mise en avant, comme je te disais, de certains auteurs que j'affectionne, de maisons d'édition, de me dire, j'ai aimé être une sorte de Robin des Bois chez Mola, dans le sens où j'aimais mettre en avant les petits éditeurs qui sont peu mis en avant. Et je me suis dit, je peux peut-être le faire d'une autre façon. Et connaissant l'Escale du livre, avec qui je fais des conférences tous les ans, connaissant le milieu du livre à Bordeaux, sachant aussi qu'il y avait un autre festival, Regard Neuf, avec Éric Audebert. Je l'avais aidé à une époque, j'avais été bénévole, mais je voyais aussi que depuis quelques années, le festival, son festival malheureusement était en train un peu de péricliter. Je me suis dit, peut-être, je l'ai contacté d'ailleurs, je me suis dit peut-être que je peux l'aider à relancer tout ça. Bon, finalement, ça s'est pas fait et je pense que c'est mieux comme ça, parce que moi, ça m'a permis de développer mon projet de mon côté. J'étais pas capable au début de monter ça toute seule. Okay. Ce que j'ai fait, et c'est là où la boucle, elle est marrante, elle est symbolique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté Amandine Doche, directrice du Festival de Colomiers. Ce festival donc où j'allais quand j'étais petite. À l'époque, elle n'était pas directrice. Ouais. Et elle y est depuis 10 ans. Et Amandine a fait un travail incroyable ces 10 dernières années pour ce festival. Elle aussi, elle met en avant les petits éditeurs, les alternatifs. Voilà, des auteurs qui sont souvent pas trop mis en lumière. Et avec une vraie créativité, une audace graphique. Et en fait, ce qu'elle faisait, on s'était rapprochés parce que moi, je le faisais aussi chez Mola finalement. Donc, je l'ai contactée et je lui ai dit, voilà, je réfléchis à un projet de festival. Est-ce que ça te semble, est-ce que tu penses que je serais capable de faire ça? Et elle m'a beaucoup rassurée. Elle m'a dit aussi, si tu veux, je peux t'accompagner. Et ça m'a beaucoup aidée, rassurée en fait, qu'elle m'aide comme une marraine en fait, qu'elle m'accompagne sur... de passer aussi d'une économie du livre libraire, capitaliste, à une économie publique, le travail avec les institutions, les demandes de subventions, voilà, tout ça je découvrais, je l'ai fait en autodidacte. Et en fait, c'est comme ça que au mois de novembre, après, je me suis reclus chez moi et j'ai fait une note d'intention. Et en fait, j'ai mis... et là, c'était génial. Pendant un mois, j'ai fait une sorte de note d'intention de 30 pages avec des illustrations et tout, en me disant, voilà comment j'aimerais faire mon festival. Un truc hyper mégalo, hyper drôle. Il y aura le petit train, il fera le tour des expos. Bon, il y a des trucs qui finalement, qu'on n'a pas eu le temps de faire, qu'on pourra peut-être faire un jour. Viendra, sûrement. Mais c'était hyper chouette parce qu'en fait, c'était comme un retour de plaisir d'enfant. En fait, j'avais l'impression de créer mon mini-monde en me disant, voilà, parce que j'ai senti aussi régulièrement la dernière année chez Mola que j'étais empêchée. Empêchée, c'était vraiment le mot, c'est que
il y avait des barrières régulières sur des projets que je voulais proposer. Et là, en fait, je me suis dit, bon, je vais être au chômage. Quitte à y aller, autant y aller à fond. Et donc, dans la théorie, j'ai fait ma note d'intention en disant, voilà, on va faire ça, on va faire ça. Et je l'ai envoyé d'abord à la mairie de Bordeaux, après à la DRAC, voilà, à toutes les institutions. Ouais. Et à partir de janvier-février, j'ai eu plein de super retours. Je suis allée voir aussi des gens que j'aimais beaucoup, comme l'équipe de l'Utopia, parce qu'on se connaissait un petit peu, et ils ont été hyper réceptifs pour le projet. On dit, ouais, on va faire des choses ensemble. Et pareil avec plein de partenaires. Et ça, c'était hyper beau. J'étais habitée par une énergie, en fait, à la fois de petit plaisir d'enfant de créer sa propre fête. J'aimais beaucoup faire des booms quand j'étais petite. En fait, je m'amusais plus quand j'invitais les gens pour mon anniversaire. Ouais. À ce qu'ils viennent, c'était pas tant pour fêter mon anniversaire, c'est juste que j'aimais organiser tout pour qu'ils soient contents de la... Et en fait, il y a ça aussi avec le festival, de passer une année à faire de la paperasse, ouais. C'est quand même beaucoup ça, faut se l'avouer. Ouais. Beaucoup d'administratifs, en fait, très peu de direction artistique, en vrai. J'avoue, on pense qu'on va faire 80% de direction artistique, non, en fait, on en fait 10% à partir de 22h. mais en tout cas, un truc, un plaisir très enfantin, très pur, la première année de monter tout ça. Et puis une revanche. Parce que quand même, je l'avoue, au moment où j'allais partir de la librairie, la directrice, quand... je ne vais pas expliquer de quelle façon ça s'est passé, mais la directrice, à un moment... m'a mis une autre responsable au-dessus de moi, et je lui dis, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle m'a dit, mais parce que tu sais pas te gérer. Et je sais au fond de moi que c'était pas le cas, en fait. Je sais que c'était pas une vraie excuse. Elle savait pas quoi me dire. Mais il fallait qu'elle place cette personne-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a marquée, qui m'a blessée, parce que j'y ai mis tout mon cœur, et que je sais que, voilà, j'ai fait des erreurs, j'ai su aussi reconnaître quand je faisais des erreurs, mais j'ai trouvé ça très dur qu'on me dise parce que tu ne sais pas te gérer. Et je crois que l'organisation du festival, il y avait ça aussi, il y avait cette revanche, il y avait le fait de dire « Ah ouais, je sais pas me gérer, eh ben on va voir ». Et puis les choses se sont passées en système D, avec des bénévoles, des stagiaires, avec plein de gens, des amis, des anciens de chez Mola qui sont venus m'aider aussi, ça c'était très beau. Et même si on a fait une première édition à la fois très organisée, mais sur certains points qui étaient très à l'arrache, il y avait une super ambiance, en fait. Et ça, c'était quelque chose qui était très important pour moi, parce que c'était quelque chose qu'on avait perdu dans cette librairie. Ouais. Et alors, c'était quoi qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière, déjà, effectivement? Comment ça s'est déroulé et ouais, si tu peux nous raconter le premier événement, pour le coup. Ce que tu avais en tête, et puis ce que c'est concrètement le Festival Gribouillis. Et alors, avant ça, je te rajoute une question, c'est cadeau. Pourquoi Gribouillis? Quand même, on en parle depuis 50 minutes maintenant. Gribouillis, pourquoi? Parce que c'est à la fois un vilain mot, un mot négatif, mais c'était aussi lui rendre un peu hommage à ce gribouillis, parce que finalement, on démarre par le gribouillis. On a tous été des petits-enfants, on a vu des enfants nous montrer très fièrement des dessins très expressifs qui parfois ne ressemblaient à rien, mais pour eux, qui voulaient dire quelque chose. Et je trouve que, justement, même si j'aime le dessin académique, les auteurs qui ont ce trait un peu agité ou expressif, ça crée beaucoup d'émotions. Donc le gribouillis, c'est à la fois ce dessin très pur qu'on a quand on est tout petit, c'est aussi le geste, et c'était dire ce vilain mot, on peut le transformer aussi et le rendre rigolo. Et aussi, il a quelque chose je trouve, d'accessible et de populaire, en fait. Ouais. On n'avait pas envie de s'appeler le Festival du beau dessin. On avait envie... On travaille beaucoup avec le quartier de Bacalan, et voilà, il y avait aussi cette idée d'avoir envie d'aller au festival sans se sentir
snobé, parce que moi, c'est ce que je voyais aussi à la librairie. C'est que des fois, on n'arrive pas, on n'ose pas rentrer dans une librairie parce que on est un peu pris de haut. Voilà. Ok, carrément. Et donc, alors, merci pour l'explication, est-ce que tu peux nous parler de la première édition ? Oui, la première édition, donc, elle a eu lieu en septembre. De l'année dernière, 2021. De l'année dernière, 2021. On a fait plein de choses. On a fait un salon du livre au Garage Moderne. Ouais. Donc dans ce lieu incroyable où on avait plein de stands de petites maisons d'édition et de maisons d'édition indépendantes en bande dessinée, en jeunesse, en dessin, toujours autour de l'illustration. Donc on met moins en avant le roman jeunesse. Ouais. Et donc on a fait ce salon du livre pendant 2 jours. On a fait des spectacles et des animations, notamment des booms pour enfants, des booms dessinés avec des enfants complètement hystériques à Blonde Vénus, avec la Blonde Vénus et l'Aibot. Ouais. Oui, alors un truc aussi que je précise, parce que souvent c'est vrai que c'est tellement enfantin qu'on pourrait croire que c'est que pour les enfants, mais c'est vraiment un festival pour toute la famille. Donc sur le stand, il y a aussi les requins marteaux qui vendent la collection BDQ. Donc on a aussi de la BD adulte. Voilà. On fait attention à ce que les enfants ne s'approchent pas trop de ces tu mets un peu la table en hauteur, peut-être. Voilà. Mais ça va, il n'y a pas eu de scandale l'année dernière à ce niveau-là. Et après, on a fait ce qui me tenait à cœur aussi, c'était les expos. On a fait un parcours d'exposition dans la ville, dont l'exposition pour la première rétrospective autour du travail de Florence Dupré-Latour, qui a fait notamment Pucelle, qui a été publié en 2 tomes chez Dargaud. Et donc, c'était une expo à la bibliothèque Mériadec. Florence Dupré-Latour, c'était un peu notre marraine. Et c'est des très bons souvenirs avec elle. Et après, plein d'expositions dans la ville. On a travaillé aussi avec le master illustration de l'Université de Bordeaux-Montaigne. On a fait 2 journées pro avec eux, avec plein d'auteurs qui sont venus, des éditeurs. On a travaillé avec les étudiants du master aussi pour le jeudi soir. On le refait cette année pour une projection en extérieur de nuit sur la façade de l'Utopia. Donc les étudiants du master dessinaient en fait et tournaient avec David Prudhomme, auteur de bande dessinée qui est à Bordeaux, qui est un auteur incroyable d'ailleurs. Je vous invite à lire les livres de David Prudhomme. Et voilà, donc on a fait plein de choses. Ouais. Et donc ce qui est cool, c'est que c'est pas que au Garage Moderne, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment le festival investit la ville, j'ai envie de dire, dans différents lieux de la ville. C'est ça qui est chouette aussi. Ouais, toute la ville et voilà, tout un parcours d'expo. Et d'ailleurs, pour ancrer ça, on a lancé un jeu de cette famille. Donc, il y a une carte de Joren Gerner, l'illustrateur qui nous a fait les dessins des Gribouillis, d'ailleurs. Ouais. Et ces cartes, en fait, étaient dispatchées. Cette première famille Gribouillis, chaque personnage de la famille était dispatché dans un lieu d'expo. Et les enfants, les parents, les grands pouvaient récupérer une carte contre une question. La carte leur était offerte et l'idée, c'était comme ça de collecter toutes les cartes pour faire le parcours. Sympa. Et cette année, on le refait avec les dessins de Camille Lavaux-Benito. Cool, trop chouette. Et toi, à la fin de la première édition, tu te sens comment ? Comment ça s'est passé ? Tu te dis quoi ? On est remplis, en fait. Je dis on parce que vraiment, ça a été autant... les 6 premiers mois, j'étais toute seule, chez moi, à être dans la théorie de la manifestation, de la paperasse. Et les 3 derniers mois, y a quelque chose d'hyper beau et riche avec les bénévoles, les amis qui viennent aider, qui montent les expos, un épuisement joyeux et des amitiés qui se sont créées depuis. Donc à la fin, en fait, on était à la fois rincés, émus. C'est une amie Aurélie qui travaille au FIFIB. Après le festival, quand je lui en ai parlé, elle m'avait dit non mais c'est normal, tu sais, après un festival on a tous envie de se rouler des pelles. Il y avait quelque chose de voilà, c'était la grande colo, donc c'était marrant en fait il y avait ce truc très très joyeux de se retrouver et vraiment des amitiés qui se sont créées et c'est chouette de voir que pour la 2e édition
y a quasiment tout le monde qui revient. Ouais. Voilà. Justement, cette deuxième édition, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que ça a lieu très bientôt. Ouais. Oui, c'est bientôt. Plein de choses. À nouveau, un salon du livre au Garage Moderne. Ouais. Cette fois-ci sur 3 jours, dès le vendredi après-midi, comme ça on peut accueillir les scolaires. On a une journée de rencontre donc à la Maison des Arts, là avec notamment Étienne Robial, qui est un des plus grands graphistes et éditeur historique de Futuropolis. Donc il y aura des conférences, il y aura Nadja qui va faire une visite guidée de l'exposition ce jeudi-là, c'est le jeudi 15 septembre à 18h. On pourra découvrir son exposition à la bibliothèque de Mériadec. Ouais. D'ailleurs, des expos, beaucoup d'expos. Donc Nadja, en fait, c'est là où on met le plus tout notre cœur, je veux dire. C'est énormément de travail. Alors, il faut savoir qu'on a nos 3 expositions importantes, même s'il y en a plus. C'est Nicole Claveloux, qui a 82 ans. Je reviendrai après sur elle. Nadja, qui a 67 ans. Et Camille Lavaux, qui a 41 ans. Donc on a vraiment 3 femmes, 3 générations. Ouais. C'était pas volontaire quand j'ai travaillé sur la programmation, c'est venu comme ça. Mais c'est assez touchant de voir leurs univers si différents. Et Nadja, c'est l'exposition la plus importante, c'est notre grande invitée. Donc c'est sur 300 mètres carrés à la bibliothèque de Mériadec. Et Nadja, c'est quand même l'autrice du Chien bleu à l'école des loisirs. Elle a fait plus d'une centaine de livres pour enfants. Elle a fait beaucoup de bandes dessinées aussi. Et elle a fait de la peinture, de la céramique. Et pour la première fois, il y a une rétrospective en fait, sur tout son travail. C'est la première fois que ça arrive. On est hyper contents. Et c'est fascinant de travailler sur cette exposition-là, de mettre en avant son travail, parce que ça s'appelle le livre peinture, puisque elle travaille à la gouache, à l'acrylique. Et donc, les planches sont impressionnantes. D'ailleurs, j'invite tout le monde à venir. On fait le vernissage. Elle sera là le mardi 6 septembre à 18h30. Je crois malheureusement que c'était hier. C'était hier. Elle revient pour le week-end. Très bien passé. Voilà. C'est bizarre, on est déjà dans le futur. Mais elle revient après pour le salon, le salon du livre. Elle sera en dédicace au Garage Moderne. Donc il y a cette expo. Il y a l'exposition donc de Nicole Claveloux et les images libres à l'église Saint-Rémy. Donc ça, ce sera autour de cette autrice jeunesse et bande dessinée qui a fait un travail incroyable, qui est publié chez Cornelius d'ailleurs, réédité chez Cornelius. Elle a fait l'objet d'une très belle exposition rétrospective à Angoulême il y a quelques années. Alors, je précise qu'on ne voulait pas faire redite, on a tellement aimé cette expo à Angoulême qu'on avait envie de montrer à nouveau son travail, de montrer des inédits. Et en fait, on a pas mal d'inédits aussi parce qu'on travaille avec Loïc Boyer qui a fait un très beau livre qui s'appelle Les images libres. Et c'est sur l'illustration jeunesse des années 70 à 80 avec toute une partie un peu psychédélique, très audacieuse. Voilà, donc il y aura aussi dans l'église une partie de l'expo autour des auteurs, des autrices, des maisons d'édition comme Arlene Quist qui, à l'époque, ont renouveler, dynamiter en fait l'illustration jeunesse. Donc voilà, ça c'est les 2 grandes expos. Et après il y a Camille Lavaux Benito donc qui aura une exposition avec les requins marteaux à la Fabrique Paula. Et Sylvain Avec qui fera une exposition à la librairie Disparate. On aura aussi des planches de Vernon Subutex de Luz à la mauvaise réputation. Et Biscotto, une maison d'édition jeunesse qu'on aime beaucoup aussi, qui fera une exposition dans le bus au Garage Moderne. Et une exposition des fins de master, du master illustration à la Maison des Arts. Trop cool, trop chouette. Donc du 15 au 18 septembre, ça a lieu un peu partout dans Bordeaux. De toute façon, je mettrai aussi le lien du festival, festivalgribouillis.fr si je ne m'abuse. Trop chouette, ça s'annonce beau. Ah oui, et j'ai pas dit le clou du spectacle, quand même. C'est qu'il y a la soirée de clôture. On a la chance d'avoir pu programmer au Rocher de Palmer. Les places sont encore disponibles. Alors
Alors, il faut savoir que quand même, je le dis, tout le festival est gratuit. C'était important pour nous, les ateliers, tout, les rencontres. Il y a juste un événement qu'on a été obligé de rendre payant. Alors, outre les projections au cinéma Utopia, puisque c'est la billetterie de l'Utopia, mais c'est notre soirée de clôture, donc il reste des places. Vous pouvez les prendre sur le site du Rocher de Palmer. Ce sera un concert dessiné avec Dominique A, qui est un féru de bande dessinée, et Philippe Dupuis, auteur chez Futuropolis, qui a fait un livre incroyable qui s'appelle « J'aurais voulu faire de la bande dessinée », où il interroge le processus créatif avec Dominica. Okay. Et de ça, voilà, est né un concert dessiné qui aura lieu en clôture du festival le dimanche 18 septembre, donc au Rocher de Palmer à 20h30. Cool, très beau programme, très beau programme, ça a l'air trop chouette. Est-ce que toi, tu as déjà eu envie de créer ta propre bande dessinée ? J'aurais pu quand j'étais plus petite, mais il y a eu encore ce désir d'être plutôt là pour être passeur et mettre en avant le travail incroyable des autres, parce qu'il y en a déjà beaucoup, en fait. Plutôt que de se rajouter à la masse, peut-être, et à faire peut-être un travail moyen. Donc, je trouve ça très chouette de pouvoir accompagner, mettre en avant, faire découvrir les autres. Ouais. Ok, chouette. Et ce festival, tu l'imagines évoluer comment ? Alors, c'est vrai que parfois, on me sort cette expression que je déteste de tu vas monter en puissance. Non, mais en fait, on veut pas spécialement ça avec l'équipe. On a envie de garder cette fraîcheur aussi de travailler avec les petites structures, d'être un peu dans l'artisanat, dans le système D. Et on fait déjà tout un parcours dans la ville. Donc, comment ça pourrait évoluer ? En fait, ça évoluera tous les ans sur des propositions de programmation différentes. Mais en soi, pour l'instant, en tout cas, on est très content de cette forme et de travailler aussi avec le quartier de Bacalan, Bassin à Flot, qui est super, qui est un quartier très populaire, un village, et travailler avec les écoles là-bas, les bibliothécaires et le garage moderne, voilà, c'est un grand plaisir. Donc de continuer de rester sur ce quartier pendant le week-end et puis après tout le mois de septembre dans la ville. Trop chouette. Pour toi, j'ai cette question qui me vient en tête, la bande dessinée, ça sert à quoi ? Alors, je pourrais poser la même question à quelqu'un qui fait des films et demander à quoi ça sert, si on fait le parallèle comme depuis tout à l'heure. Mais... Ça sert à s'évader, ça sert à être ému, ça sert à réfléchir, ça sert à rendre la vie plus poétique, plus sombre parfois selon les récits qu'on peut lire. Ça peut être du divertissement comme toute forme d'art. En fait, ça provoque des émotions très différentes en fait. Et oui, je crois que c'est ce que j'aime le plus. C'est déjà pas mal. Je crois qu'on arrive tranquillement à la fin de cet échange. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées et tu te dis ça pourrait être chouette d'en parler ? Non, je crois. Merci beaucoup Théo. Non, je crois qu'on a fait un grand tour et c'est chouette de pouvoir parler de tout ça librement. Si, peut-être je pourrais rajouter un truc parce que ça aussi, ça a été une belle revanche, je crois. C'est l'accueil de... En fait, pourtant, je suis pas un animal politique, mais en fait, moi, j'étais très touchée de l'accueil des institutions parce que je connaissais personne. Bien sûr, je connaissais certains partenaires culturels, mais je connaissais pas tous ces gens, que ce soit la mairie, que ce soit la DRAC, que ce soit... et en fait, j'ai rencontré plein de personnes qui ont cru au projet, alors qu'en plus, pour la première édition, c'était en plein Covid que je l'ai monté. On a été un des premiers festivals à ouvrir, d'ailleurs. Et ça a été, ça a été très, très touchant de voir l'engouement des institutions qui nous ont soutenus, des bénévoles, des amis qui sont venus et qui ont prêté main forte gratuitement la première année et beaucoup aussi la deuxième année.
Après, bon, il y a aussi, je le dis, il y a aussi, c'est pas un bémol, mais c'est pas tout rose non plus, dans le sens où actuellement, moi je suis toujours au chômage, je suis en fin de droit, et j'espère que la 3e année permettra de me rémunérer. Ouais. La 2e année ne peut pas, parce que on a autant d'aides quasiment que l'année dernière, et ça nous permet de rémunérer les auteurs, parce que c'est ma priorité, et de les inviter, et de monter les expos, parce que c'est un coût, mais c'est vrai que voilà, ça reste, faut pas oublier qu'on est dans des milieux culturels, et que ça reste précaire, qu'on a une chance folle d'être dans un pays où la culture est aussi un peu, on va se l'avouer, sous intraveineuse. Et ça, c'est génial. Ça nous permet de travailler avec les écoles. C'est quelque chose qu'on va développer d'ailleurs. Mais faut pas oublier que c'est fragile quand même. Et que là, bon, actuellement, tout ce qu'on fait, tous les gens qui sont derrière tout ça, et vraiment, je les remercie. Ils sont très nombreux. Voilà, on le fait bénévolement, on y met tout notre cœur. Effectivement, important de le dire. Il va me rester 2 questions. Qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? Eh ben, l'image, la lecture. Ouais, je crois qu'on reste sur ça, et le fait le fait d'avoir été énormément touchée de voir tous ces gens se regrouper pour faire une grande fête pendant tout un week-end. Et la dernière, donc c'est les 2 dernières questions que je pose tout le temps, pour le coup. Quel conseil t'aurais à donner à celles et ceux qui nous écoutent, qui ont parfois cette petite voix qui leur dit d'y aller mais qui n'osent pas encore, et qui parfois, comme toi et comme tant d'autres, traversent des épreuves de la vie qui sont parfois difficiles? Ouais, en fait, je crois que c'est le plus important, c'est de suivre son instinct, et c'est quelque chose que je faisais pas tant que j'étais en librairie, et la maladie a provoqué vraiment ça, le fait j'ai monté tout le projet à l'instinct, et d'écouter cette petite voix, comme tu dis, en fait. Et je crois que quand on fait vraiment ça, qu'on arrête de se mettre des barrières, les choses s'alignent quand même assez naturellement. Alors bon, c'est pas toujours parfait, hein, des fois ça se casse un peu la figure, mais je trouve que ça attire des bonnes choses, en fait, de s'écouter, et d'aller vers des gens avec qui on se sent bien, et de fuir des personnes plus nocives, voilà. Donc ouais, de suivre son instinct, en fait. Ouais, ça marche. Sarah, merci beaucoup. Merci Théo. Merci pour cet échange très chouette. Et on se retrouve du 15 au 18. Alors, je ne sais pas si je serai là tous les jours, mais en tout cas, je viendrai. J'invite tout le monde à venir du 15 au 18 à l'un des endroits où aura lieu le festival. Et d'aller, encore une fois, sur le site festivalgribouillis.fr pour regarder tout ça. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Avec plaisir. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'ai adoré ce moment passé avec Sarah. Elle a eu la gentillesse de pleinement se livrer et partager son histoire pour, je l'espère, aider quelques personnes qui traversent ou ont pu traverser des épreuves de vie difficiles. J'aime sa bienveillance, son envie de faire les choses avec respect, passion et d'assumer ce rôle de passeuse à la perfection. Merci à vous d'écouter Le Pompon et de suivre cette aventure. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour découvrir tous les nouveaux épisodes, partager, liker, mettre 5 étoiles. C'est comme ça que Le Pompon se fait connaître, c'est grâce à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pompon. Prenez soin de vous, évadez-vous dans la lecture, la musique, la nature et faites-vous plaisir. À très vite!